salut à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous avez préparé votre café, votre thé, votre chocolat, je sais pas ce que vous buvez le matin. Salut Baloche, salut à toi. Présent à 7h, bravo. Après cette victoire française hier. Tac. Je prépare le truc. Pourquoi il n'est pas d'accord? C'est quoi, c'est ça? C'est ça. Tac. Bon. De quoi on va parler aujourd'hui? Ben là, on va pas être... comment dire? On va pas être... Ah, j'ai pas le terme. Innovant. C'était pas le terme que je cherchais, hein. On va tout simplement se parler de foot avec les deux matchs, enfin les deux huitièmes de finale d'hier soir, notamment celui des Français, mais il y a eu aussi celui des Portugais. Donc on va pouvoir longuement parler de ce qui s'est passé, de ce qui a marché, de ce qui a un peu moins marché et de ce qu'on peut projeter pour les quarts de finale, puisque la France et le Portugal qui se sont qualifiés vont se recroiser en quart de finale. Donc on va passer un petit moment là-dessus, puis on va se parler Tour de France. On va se parler Tour de France. Thuram, il a beaucoup marché, ouais. Il a bien marché, Thuram, ouais. Il a marché sur le terrain surtout. Oui, on va se parler Tour de France après, avec 2-1 la victoire d'hier de Binyam Girmay. On va un petit peu plus en apprendre sur lui pour ceux qui ne le connaissent pas assez, parce que ça reste... c'est pas forcément un cycliste qui est sur le devant de la scène, mais sa victoire sort pas de nulle part non plus. Et on parlera aussi de l'étape à venir. Salut Cantuche. Salut Cantuche. On parlera de l'étape à venir aussi, qui est costaud, vu que les coureurs vont attaquer le Galibier. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et on terminera par Wimbledon, les résultats d'hier et les matchs à suivre. On verra d'ailleurs si Cantuche, qui vient d'arriver dans le chat, on verra si Cantuche a dit des bêtises hier ou pas. Bon, spoiler, il y a déjà 2-3 résultats qui étaient... comment dire, favorable à Cantuche, mais. On m'a parlé d'un Zizou Bergs. Je crois que Zizou, il a pris une roustasse, mais je suis pas sûr. Hein. Bon allez, avant de parler tennis, on va parler football. On va commencer par... le... Ah, pourquoi il parle lui? On s'en fout. On s'en fout. Par le match des Bleus. Le match des Bleus, donc 1-0 pour l'équipe de France. 1-0, allez, on va dire à l'arraché. Hein. À l'arraché parce que 85e minute, Kolo Muani et Kylian Mbappé, peut-être pas encore. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Déjà, on nous a fait tout un foin avec... Salut Karzi. On nous a fait tout un foin avec, est-ce qu'ils vont jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 4-4-2, en losange avec Griezmann en 10. Bon, au final, on est reparti sur un bon vieux 4-3-3. Alors, plus classique et peut-être qui correspond un peu mieux aux joueurs qu'on a, c'est-à-dire qu'on a Deschamps a remis Mbappé à gauche et a mis Thuram en pointe. Voilà, avec un milieu à 3, par contre pour le coup très défensif. Bon, c'est de toute manière on sait ce qu'on a avec Deschamps. Il mettra jamais une composition qui pourrait mettre à mal l'équilibre de son équipe. Donc on avait Tchouaméni, Kanté, Rabiot en milieu et donc devant pour animer l'attaque Griezmann, Mbappé, Thuram. Salut Kekri.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? On peut dire que plein de choses. Déjà, on peut dire que la France a quand même dominé. La France a eu pas mal d'occasions. C'est fait peur aussi, hein. Heureusement qu'on a eu un gros Mike Maignan dans les cages pour être solide sur les quelques frappes belges. Euh, on peut dire aussi que Thuram, là pour le coup, bravo Koundé, oui, Koundé a fait un bon match. Oui, Koundé a fait un bon match. On peut dire que par contre, à l'instar de Koundé, qui a pas fait un bon match? Thuram n'a pas fait un bon match. On peut dire qu'on s'est fait chier. On peut dire qu'on s'est fait chier, effectivement. Ouais, bah, c'est sûr que quand t'as vraiment que 3 joueurs qui sont à vocation offensive, Kanté et Rabiot se sont projetés, mais pas plus que ça. Koundé, évidemment, c'est pas sa fonction première. Salut nous. Salut Matt. Salut Matt. Matt qui était avec nous sur la chaîne samedi pour nous parler cyclisme. Pour nous annoncer la victoire de Binyam Girmay. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein, parce que le but c'est aussi qu'on partage les avis. Mais c'est vrai que les rares fois où vraiment il s'est passé quelque chose, c'est quand Mbappé a fait une différence tout seul, ou quand il y avait Hernandez et Koundé qui venaient un petit peu amener le surnombre, mais sinon c'était trop peu d'avoir juste 3 joueurs qui essayent de faire quelque chose devant, quoi. Et pourtant, et ça aussi c'est la patte des champs, globalement la possession du ballon, on a dû l'avoir. D'ailleurs, je dis ça sans avoir vérifié, mais je pense que oui. Voilà, on a joué 772 ballons quand la Belgique en a joué 600. On les a globalement dominés dans quasiment toutes les parties du terrain. On a 55% de possession. Pour autant, avec cette domination, on n'a pas eu tant d'occasions que ça. Il y en a eu. Il y a encore eu beaucoup de déchets. D'ailleurs, Deschamps en parlait. Il disait qu'on avait voulu frapper trop fort et que du coup tout était parti au-dessus des cages. Ouais. Je pense surtout que un mec comme Thuram devant, à l'image du début d'Euro, très costaud derrière et faible offensivement. Ouais. Non mais c'est ça, hein. C'est ça. Et puis on fait toujours les étonner alors que ça fait 12 ans que c'est ça, hein. Qui a joué à 10 derrière aussi? La Belgique? Ouais, la Belgique. J'imagine que tu parles de la Belgique. Ouais, la Belgique, bah, ils ont pas eu beaucoup d'occasions. Pourtant, là pour le coup, leur coach avait mis les armes offensives devant, parce que quand on parle de Carrasco, Doku, Openda, Lukaku, De Bruyne, ça fait du monde quand même pour essayer d'amener les offensives. Et force est de constater que on peut critiquer beaucoup de choses sur Deschamps, mais sa stabilité défensive dans son équipe, elle est là, quoi. Parce qu'on n'a pas tant pris l'eau que ça. Alors certes, il y a eu des occasions, et encore heureux. Ouais, voilà, c'est ce que tu dis, Matt, un but encaissé en 4 matchs sur un péno versus 4 nations plutôt solides. Oui. Je suis d'accord avec ça, en fait. Au bout d'un moment, c'est moche, mais ça gagne, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut au final? On veut que ce soit beau et que ça gagne, j'entends bien, mais les équipes qui ont réussi à vraiment gagner des compétitions en régalant tout le monde, il y en a eu, attention, ça existe, hein, mais il n'y en a pas eu tant que ça. On va forcément penser à l'Espagne qui a fait le triplé, où ils étaient tellement au-dessus en même temps que oui, ils se permettaient... on veut Lilian titulaire contre le Portugal. Ouais, on veut Lilian titulaire contre le Portugal. Déjà, il va falloir qu'il trouve qui c'est qui met à la place de Rabiot. Très probablement, s'il garde la même compo, il va probablement mettre... je mangeais son nom. Kamavinga. Il va probablement mettre Kamavinga à la place de Rabiot. Et le diable de CSC qui a marqué encore un but. C'est vraiment... oui, c'est officiel, c'est bien CSC. Il y a combien de CSC là? On est à combien? 7, non? Les experts là, vous allez me dire. On est à 7, hein? 7 CSC? 10? Non. Je pense pas. Pensez? Moi je pense pas. Je pense qu'on est à 7. Bon, qu'importe. De toute manière,
toute manière, c'est assez incroyable le nombre de contre son camp qu'il y a dans cette euro. Et c'est vrai que quand on regardait le match d'hier et qu'on a regardé le match de l'Espagne hier, alors certes, hein, c'était la Géorgie, l'opposition n'était pas du tout la même, mais ça fait réfléchir quand même parce que la, la domination espagnole était au moins identique, voire plus importante que la France versus la Belgique. Par contre, l'utilisation du ballon n'était pas du tout la même. Donc, bon. Après, c'est comme ça, et en face, de toute manière, si on se parle juste des quarts de finale, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on va tomber sur une équipe qui a eu globalement les mêmes problèmes que la France, hein. Vu que ça a été encore pire, vu qu'ils ont été poussés jusqu'au tir au but par la Slovénie. Slovénie qui a quand même su hausser son niveau de jeu, parce qu'ils ont... Et pareil, encore une fois, ils ont... Si on regarde... Vas-y, je veux pas le détail total. Je l'ai où? Désolé. Bon, c'est pas noté. Qu'importe. Mais globalement, le Portugal a dominé. Alors, en toute honnêteté, j'ai pas vu la première mi-temps, mais de ce que j'ai vu sur la seconde mi-temps et sur les... Bon, après les tirs au but, ça, après c'est autre chose, mais et sur les prolongations, certes, le Portugal a dominé, mais alors, pareil que c'était compliqué devant, quoi, pour se créer des occasions. Je sais pas quelle sensation ils vous ont fait, les Portugais. Moi, en tout cas, ils m'ont pas enchanté. Alors que pourtant, pareil, quand on regarde l'équipe, on se dit waouh, ça va envoyer dans tous les sens. Ouais, voilà, triste offensivement. C'est marrant quand même, comme des équipes. Si on se parle du Portugal et de la France, c'est quand même deux équipes qui sont quand même plutôt armées devant pour pouvoir faire du mal à leurs adversaires, et ça marche pas, quoi. Après, toujours compliqué de jouer contre deux lignes défensives. Oui, voilà. Est-ce que ça vient aussi du fait que Portugal a joué contre une équipe qui est venue mettre le bus, quoi. Mettre le bus, et il y avait Šeško devant qui essayait de faire quelque chose, quoi. Après, on va pas se porter l'œil, hein, mais c'est plus fébrile que la France derrière. Bah, oui, après quand on regarde sur le papier, oui, Cancelo, Diaz, Pepe, Mendes, c'est pas non plus des peintres, mais bon, faut pas oublier que Pepe il a 40 ans, d'ailleurs, force à lui quand même. Parce que 40 ans et envoyé, il a pas joué le match 3, mais sinon il est titu, il fait 90 minutes à tous les matchs. Là il est sorti là. Il est sorti quand? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Il a dû sortir en prolongue. Mais sinon, ouais, 90e, ouais. Donc, ouais, le Portugal qui ressemble un petit peu, qui a l'air d'avoir les mêmes problèmes que la France et qui a l'air d'avoir les mêmes problèmes que la Belgique aussi, c'est marrant. Comme quoi, en fait, on ne joue que des équipes qui ont les mêmes soucis que les Français. Ah ben là, on a trois coachs qui nous faisaient jouer tous derrière, c'était dur de nous passer. Voilà. Eh bien oui, bah c'est important. C'est important, solidité défensive. Après, faut savoir après se servir du ballon, et c'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué. Coucou Saifan33. Coucou à toi. Voilà. C'est déjà fait. C'était prévu, ça a été fait. Hein. C'était prévu, ça a été fait, et le problème qu'il y a, c'est que je sais pas comment le débanne, je vous avoue. J'ai fait un truc, j'aurais jamais dû le faire. Je sais pas comment on fait pour annuler ça. Ah, je vais essayer de le trouver. Gérer les paramètres de modération. Non, c'est pas là-dedans. Ensemble, termes, détection. Hop, où c'est qu'on voit les gens qui sont ban? Nouveau empêché, outil de modération. C'est pas là. Aïe, 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 aïe. Erreur du joueur français. On va trouver. On va trouver.
tac. Aspect du chat. Bon, mais 600 secondes, c'est long. Ah ouais, ça fait 10 minutes, hein. Ça fait 10 minutes. Bon, ça va. Il va survivre. C'est 10 minutes. 10 minutes. Bon, désolé, c'est fan, hein. Mais on m'avait demandé de le faire, donc du coup, je l'ai fait. Bon, allez, on va continuer. Ah, j'ai des infos. Section confidentialité. Ouais, on va pas... Si sinon, c'est juste 10 minutes, hein. Je vais pas mettre de modif. Tu dis quoi, confidentialité? Ah, vas-y, je regarderai une autre fois pour pas le refaire. Pour pas le refaire. Donc, allez, je continue. Donc, Portugal, ouais, on va continuer, on va pas en parler pendant des heures et des heures, normalement. Pas grand chose à dire, si ce n'est quand même ce qui s'est passé sur la séance de tir au but, quand même, on va en parler 2 secondes. Parce que c'est quand même quelque chose qui s'est passé. Puisque, en tout cas, c'est assez rare. On peut pas l'attendre pour parler du vainqueur de l'étape d'hier. Si, mais 10 minutes, t'inquiète pas. Il y a le temps. Donc oui, je sais pas si vous aviez déjà vu ça, en tout cas en match professionnel et tout ça. Un goal qui arrête les 3 premiers tirs au but consécutifs comme ça. Ça reste quand même assez rare, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est... voilà, en tout cas, d'un match qui était quand même un peu insipide, où on se disait, même si les Portugais s'en sortent, on va pas retenir grand-chose de ce match-là. Lui, par contre, pour le coup, il a fait Diogo Costa, il a fait le plein de confiance avant le prochain match, parce que franchement, arrêter 3 tirs au but qui étaient pas très bien tirés. Ouais, il a sauvé son équipe. Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que les Portugais étaient très sereins avant cette séance de tir au but, parce que clairement c'est ce que la Slovénie avait visé. Ouais, mal tiré les trois pénaux. Mal tiré. Enfin, ouais. De très bons gardiens dans cet Euro. Oui, Cricri, oui. De très bons gardiens dans cet Euro, oui. Après, je pense surtout qu'il y a de très bons gardiens, sûrement de bonnes défenses et sûrement des attaques pas très bien huilées, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi. Je sais pas, on voit pas? Non, ils ont pas mis la vidéo des pénaux arrêtés. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on en pense de ce quart de finale? Objectivement. Est-ce que la France est favori? Au vu de... Pas avec les gens qu'il y a sur le papier, mais au vu de ce qui a été montré depuis le début de l'Euro. Je suis pas sûr, hein. Portugal a quand même en début d'Euro montré un peu plus. Quel dommage, Caraï, tu viens de louper le sujet sur le Portugal. Je demandais, Caraï, qu'est-ce qu'on en pense de ce quart de finale? Dépêche-toi de donner ton avis, parce que dans 5 minutes, il y a Saifan qui revient pour donner le sien. La France, victoire moche 1-0. Oui, bah... Aïe, ça essaye de porter le jinx sur la France. Pas de problème. Donc après, tout le monde pense que c'est la France qui va l'emporter, ok. Ok, moi, enfin... En vrai, j'ai pas trop d'avis, parce que... si on est... Ronaldo versus Thuram, 0-0. Non, ce sera Colomoni en pointe. Ça va être Colomoni. Il a fait un gros match, hein. Gros match de Randall. Non, en vrai, c'est incroyable quand même. Qui que ce soit en pointe contre la... contre le Portugal. Si c'est Thuram, il aura pas fait vraiment un bon match depuis le début de l'Euro. Tous ces matchs auront été très moyens. Si vraiment Deschamps lui renouvelle sa confiance en quart de finale, ça fait beaucoup. Je sais, on en a parlé hier, qui c'est qu'on met à la place. Quand on voit que Giroud est même pas rentré contre la Belgique,
que Deschamps a préféré mettre Kolo Muani à la place de Thuram. Ça va être une physionomie différente avec deux équipes qui vont jouer. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Le Portugal va jouer, ça c'est sûr. Bah ça serait bien que Kiki marque quand même. Parce que pour l'instant, on a le mec quasiment le plus cher recruté du Real. Et il nous a pas planté un but. Enfin, s'il nous a mis un péno. Après, évidemment, on espère que la France gagne. Hein. On espère. Mais Caris, si t'es encore dans le chat, je veux bien avoir ton avis quand même sur le match d'hier. Faut bet quoi, Cantuche? Moins de 3 buts dans le match, hein, je pense qu'on est pas mal avec ça. Hein. Je pense qu'on est pas mal avec moins de 3 buts dans le match. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Beaucoup de choses à dire. Comme quoi, le match contre la Géorgie pour le Portugal, c'était pas juste parce que l'équipe B avait été mise, quoi. Hein. Parce que là, vous avez l'équipe Titu, une équipe qui, à mon avis, est peut-être un peu plus forte que la Géorgie, mais on est à peu près du même standing, et ça a été tout aussi insipide, quoi. France plus Thuram, et on peut s'acheter un nouvel appart au Pila. Oui. Ouais, enfin, faut mettre beaucoup quand même, hein, parce qu'on est France plus Thuram, ça va pas non plus être côté des masses. Hein. Mais moi, je suis vraiment pas sûr que Thuram soit titu. Hein. On verra, hein, mais je suis pas sûr que Thuram soit titu. France plus Thuram plus Randall. Bon, allez. On va tourner. Quoi qu'il en soit, le match donc France-Portugal, ce sera, si je dis pas de bêtises, vendredi. Donc, bah écoutez, les Français, ils ont aujourd'hui, demain, ils ont 3 jours, allez, on va dire. 3 grosses journées d'entraînement pour comprendre comment on fait pour marquer des buts, quoi. Parce qu'il faut quand même dire, hein, on est en quart de finale en ayant marqué 2 CSC et un péno. J'avais facile de jouer contre un bloc bas qui met beaucoup d'intensité dans les duels, mais tu mets 0 vitesse dans ton jeu, tu déséquilibres pas l'adversaire. Ouais, c'est ça. C'est que bah, tu te retrouves à 20-25 mètres des cages et tu tournes autour, quoi. Tu tournes autour, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de vitesse. Compliqué, hein. Pourtant, t'as les joueurs pour créer des décalages et tout ça avec Bernardo Silva, Leao et compagnie. De 1 de 4 en face et pas de prise de profondeur. Ouais. Pourtant, c'est pas nouveau, quoi. Hein. C'est pas nouveau, on sait quand on est le Portugal, quand on est la France, quand on est des équipes comme ça, on sait qu'on va jouer contre des équipes qui mettent l'autobus. Ouais. C'est exactement ça. Mais je pense aussi que on a trop en tête que des équipes de, entre guillemets, seconde zone, hein, Slovénie, Géorgie, des équipes comme ça, on a trop en tête le truc de... Ouais, mais ils vont forcément faire une erreur à un moment donné. Ils peuvent pas faire 90 minutes comme ça à défendre. Bah si, la preuve, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et peut-être qu'il y a moins de prise de risque. Et que les équipes se disent non, mais il n'y a pas besoin d'aller prendre des risques, d'amener le surnombre ou ce genre de choses. Ils vont faire une erreur à un moment donné. Et ça n'arrive pas. Des fois, ça n'arrive pas. Là, ça n'est pas arrivé. Après, la solution pour moi, c'est Martial. Il la prend, lui, la profondeur. Bon. L'expert Cantuche... j'espère que tu seras plus intéressant sur le tennis. Oui, en vrai, le niveau général des petites équipes a bien augmenté. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était le cas, maintenant, c'est moins le cas. Déçu de l'apport de Nuno Mendes sur le côté niveau offensif que Leao qui a été dangereux. Par contre, Saifan, on va faire un truc. Hein. Si tu veux parler, faut follow la chaîne. Sinon, ça repart en Théo. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, prends ton café. Ouais, donc merci pour le follow, Stéphane.
Donc Mendes et Cancelo ont fait un bon match. Ouais. Mais en même temps, ils pouvaient apporter offensivement. Derrière, il se passait rien. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, on verra ce que ça donnera vendredi en quart de finale. J'espère que la France quand même gagnera, mais je pense que ça restera quand même un match un peu plus compliqué que la Belgique, où la Belgique au final, on les a globalement, dans l'ensemble du match, on les a globalement maîtrisés pendant 90 minutes. Allez, on va parler, il est où? Tac, Tour de France. On va parler Tour de France. Et on va parler de ce monsieur, Binyam Girmay, qui du coup a gagné la 3e étape hier. Donc ce monsieur, si vous ne le connaissez pas, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, il a comment dire, explosé aux yeux du public cycliste l'année dernière. Puisque sur le Tour d'Italie, il a gagné. Aujourd'hui, c'est la montée de l'Everest. Je vais poser ma journée, je crois. Ouais, c'est pas l'Everest, mais c'est pas loin. Donc, ce monsieur, au final, donc c'est un sprinter. Il a gagné sur le Tour d'Italie l'année dernière. Voilà, et c'est devenu le premier africain d'Afrique noire à gagner sur un grand tour. Ça, c'était l'année dernière. Et malheureusement pour lui, c'est pas forcément pour ça qu'on se souvient de lui. On se souvient de lui. Alors je sais pas si on va le voir, je vais couper le son. Donc c'était un cycliste érythréen de l'équipe d'Intermarché. Donc là on le voit, voilà. Donc là il est sur le podium du Tour d'Italie. Donc il célèbre sa victoire. Et donc comme c'est l'habitude sur ce genre de célébration, le cycliste est censé asperger après la foule avec le champagne, voilà. Et du coup, pour que le champagne soit, pour qu'il mousse et qu'il puisse asperger la foule, il est déjà secoué. Et le bouchon est sorti aux 3/4. Sauf que là, il était peut-être un peu trop sorti. Et ce qui va se passer au moment où il va se baisser pour récupérer le champagne, voilà. Ah non, le bouchon n'était pas sorti, autant pour moi. Mais la bouteille était déjà secouée. Donc voilà. Il va vouloir déboucher le champagne, sauf que comme le bouchon était... comme la bouteille était déjà secouée, le bouchon va lui péter dans l'œil. Donc c'est malheureusement pour ça qu'on le connaît, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, après cet incident, il n'a pas pu reprendre la route le lendemain, puisqu'il a failli tout simplement perdre son œil sur cette histoire. Ouais, j'ai mal pour lui. Quand même, il faut... Enfin... je vais remettre parce que... Et Zig, c'est parti très fort quand même. C'est parti très très fort. Ouais. Bon, on en rigole parce qu'au final, il n'a pas perdu son œil. Au final, il est remonté sur le vélo. Au final, il se retrouve sur le Tour de France. Et bis repetita, sur le Tour de France, il gagne une étape qui était... alors comme Matt avait su le dire, il avait dit que Girmay allait gagner une étape. Je pense pas que ce soit celle-là que t'aurais coché, Matt. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être plus une autre, un peu plus, on va dire, entre guillemets, casse-pattes. Parce que là, on s'attendait plutôt à une victoire d'un Philipsen, d'un Cavendish. Après, s'il n'avait pas eu l'œil, il aurait pris dans la gueule. Oui. Donc, voilà, on attendait cette 3e étape promise à des sprinters vraiment pur sang, pardon. Plus tard dans le tour, oui, voilà, plus tard. On s'attendait à une victoire peut-être un peu plus tard, mais au final, de ce que j'ai compris, Philipsen n'était pas dans la course. Je crois que c'est Pedersen
qui a loupé son train et qui du coup a mis du temps à remonter, dans la file. Et du coup, c'est Girmay qui en a profité en remontant sur la corde. Girmay, Tour de France. Normalement, ça par contre, on doit l'avoir. Oui, alors moi, c'est la victoire que je veux. C'est pas forcément. Tac. Donc, Girmay, il est ici. Donc, on le voit qu'au début, il est un peu en retrait. Mais au final, il va remonter parce que tout simplement, voilà, c'est Pedersen. Matt, tu vas me dire, tu me corriges si si je dis une bêtise. Mais Pedersen, en fait, il est loin. En fait, il y a un coureur qui s'est intercalé entre lui et son train, c'est ça. Et Girmay, en fait, qui est sur le côté droit, là, qui va prendre le temps de remonter. J'imagine que là, c'est Démarre, il doit passer devant Démarre. Voilà. Ah non, c'est Pedersen. Non, c'est Pedersen, autant pour moi. C'était Pedersen, c'est juste qu'il a. On n'a pas vu, mais en fait, il était lâché un petit peu avant et il a fait un gros effort pour revenir. Il a lancé le sprint et il était un petit peu oxy sur la fin. Donc, quoi qu'il en soit, victoire au sprint de Girmay, on pouvait s'y attendre. Ce dont on pouvait s'attendre aussi, c'est que Pogačar se débrouille en fait pour laisser son maillot jaune à Carapace. Ah ouais, c'était bien Pedersen, ouais. Pogačar en fait était maillot jaune, mais était classé dans le même temps que Carapace. Donc quand c'est le cas, comme ça, quand deux coureurs sont bien classés dans le même temps, on prend les classements réels des étapes. Qui a fini premier, qui a fini second, qui a fini troisième, ils additionnent un petit peu ces classements-là. Et donc du coup, en fait, pour rendre le maillot jaune à Carapace, pour pas que l'équipe UAE de Pogačar ait à gérer le tour pendant quelques étapes, Pogačar s'est débrouillé en fait pour finir dans le même temps que Carapace, donc c'est-à-dire que le même groupe de cyclistes qui a passé la ligne, mais à une position beaucoup plus reculée pour que Carapace reprenne le maillot jaune. Donc voilà, c'est un peu entre guillemets un petit tour de passe-passe que Pogačar a fait. On s'y attendait parce que je pense que l'équipe UAE n'avait pas envie d'avoir la responsabilité de gérer le Tour de France pendant les 3 semaines de Tour de France. Donc ils se sont débrouillés pour rendre en fait le maillot jaune à Carapace. Et Carapace en plus doit être content d'avoir le maillot jaune vu que c'est quelque chose qu'il n'a pas dû porter souvent, voire jamais. Donc voilà, donc c'est Carapace qui est le nouveau maillot jaune du Tour. À voir s'il le gardera, parce que quand on regarde l'étape du jour, elle est pas très longue au final, hein, en termes de kilomètres, vu que c'est Pinarello-Valoir, donc c'est 138 km. Quand on voit la distance parcourue hier, 229, là on en a presque moitié moins. L'étape est courte avec 140 km aujourd'hui et ça monte tout de suite. Voilà. Il faudrait que j'ai... Oh, je vais trouver ça quelque part quand même. Le profil. Non ? Si, je vais le trouver. Je vais le trouver. Je sais où est-ce que je vais le trouver. Profil de l'étape. Je l'ai vu là. Allez. Foot. Voilà. Tac. Donc, étape du jour, paf. Voilà. On est sur la vraie première étape de montagne. Et surtout, on termine. Alors, on termine par le col du Galibier, qui est un des cols mythiques du Tour de France. Col du Galibier, pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble à ça. Voilà. Ceux qui ont déjà fait du vélo, ceux qui ont déjà regardé des profils de montagne, savent que c'est costaud quand même. On est sur... d'ailleurs, est-ce qu'on est sur le bon... Non, c'est pas depuis Valoir. Oui, on arrive à Valoir, c'est ça, hein. L'étape arrive à Valoir. Ou elle part de Valoir. J'ai déjà oublié. Ouais, c'est ça, elle arrive à Valoir, donc c'est ça. Depuis Saint-Michel-de-Maurienne, par Valoir. Ah, c'est ça.
Non, Valoir est là, donc c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là, vu qu'ils arrivent à Valoir. Hein. C'est lequel? Tu sais, Matt, c'est lequel? Non, mais c'est pas celle-là. C'est pas dans ce sens-là qu'ils le prennent. C'est pas dans ce sens-là qu'ils le prennent. Parce qu'il est pas si long. Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça. Ça ressemble plus à ça. Sestriève, col de Montgenèvre, qui feront basculer côté français, puis dans les pentes du Galibier, 23 km. C'est ça que je veux voir. C'est la coupe qui fait 23 km, donc c'est pas celle-là. 42, c'est trop long. 34. Peut-être plus ça, d'ailleurs. À mon avis, c'est plus ça. Col du Lotaré. C'est ça. Je pense que c'est ça. À mon avis, c'est ça. Pour moi, c'est celui-là. Donc, quoi qu'il en soit, donc du coup, ça change un peu ce que j'allais vous dire. Je vais vous dire qu'il y a une descente en plein milieu. Mais non, c'est surtout en fait la longueur de ce col, en fait. La longueur de ce col, alors tout dépend où tu prends le départ, parce que là, la coupe fait démarrer 34 km avant, mais je pense que le Tour de France le calcule autrement. C'est la longueur de ce col, 23 km. Alors attends, Stéphane qui m'envoie le bon truc. Oui, si c'est ça, par le col du Lotaré. C'est ça, Stéphane. C'est ça, Stéphane. Sauf que moi, je parle que du Galibier, je parle pas de ce qu'il y a avant. Col du Lotaré. Donc c'est ça, il passe par le col du Lotaré, donc c'est bien ça. Donc c'est bien la coupe que j'ai montrée. Avec le Lotaré qui est ici. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est pas tant par des pourcentages immenses qu'il est compliqué ce col, c'est surtout par la longueur de ce col où en fait, là, dans ce sens-là, il n'y a jamais aucun répit. Il n'y a jamais aucun répit, c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça. Ah ouais, mince, vous voyez pas ce qu'il m'a envoyé Stéphane, pardon. Il m'a envoyé ça. On passe bien par le col du Lotaré, donc c'est bien ça. Ouais. C'est ça, c'est depuis Briançon. C'est ça, c'est bien celui-là. Donc, peut-être que, donc, pour revenir sur l'étape du jour, ça va être quand même la difficulté majeure, même s'il y a deux cols avant qui vont bien casser les pattes, c'est celui-ci qui va être compliqué à gérer. Donc, évidemment, ça ne sera pas une arrivée au sprint, hein, sans surprise. Ou alors, là, pour le coup, ça serait une immense surprise. Mais par contre, la vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir une échappée qui va aller au bout? Est-ce qu'on va avoir les gros bras, pardon, qui vont s'expliquer et qui vont gagner l'étape? À voir, en sachant que ça finit en descente. Poggi écrase le Tour aujourd'hui. Je suis pas sûr. C'est possible, hein, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Enfin, attention, je suis pas sûr qu'il écrase le Tour aujourd'hui. Parce que ça finit en descente. Et donc ça va être un peu plus compliqué quand même de faire des écarts. L'arrivée étant au pied du Galibier, je pense que même s'il met un gros coup de bambou à tout le monde en haut du Galibier, il y aura toute la descente derrière et il y aura forcément des équipiers pour essayer de faire rentrer tout le monde. Justement, si on regarde le profil, je l'ai mis où? Là. Le col de seconde et les deux cols de seconde catégorie déjà sont loin du début du Galibier. Et en plus, donc je pense qu'il y aura les autres équipes auront des équipiers, même si voilà, il se passe une grosse attaque en haut du Galibier. Je pense qu'ils auront assez d'équipiers pour limiter la casse sur la descente. C'est mon avis. Je peux me tromper, hein, mais c'est mon avis. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire.
Voilà ce qu'on peut dire. Pour moi, ce que j'imagine comme profil, victoire française aujourd'hui, alors possiblement, là, ça serait incroyable d'avoir 3 victoires françaises sur 4 étapes. Mais en tout cas, victoire d'une échappée, pourquoi pas? Parce que vu que le Tour de France a commencé déjà très très fort, il y a des types qui ont déjà des 40-45 minutes. Je pense qu'il y a même des types qui doivent avoir plus d'une heure de retard victoire slovène. Ah, vous pensez vraiment que Pogacar va gagner l'étape? C'est possible, hein. De toute manière, il y a que... Non, 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 on va pas sortir 25 non, on va pas sortir 25 non, c'est pas le but, c'est pas le but. C'est juste que t'as deux options possibles. Une échappée avec des types qui ont déjà plus d'une demi-heure de retard, qui part loin devant, et les gros qui s'expliquent derrière. Ou alors, effectivement, Pogacar et Vingegaard qui ont coché cette étape pour la gagner et qui laissent partir personne et qui s'expliquent dans le Galibier. De toute manière, il y aura une explication dans le Galibier, c'est sûr et certain. De toute manière, Pogacar va tester ses adversaires directs. Ça, c'est une certitude. Mais en sachant que c'est pas des pourcentages très raides. Donc, est-ce qu'il va réussir à faire la différence sur des pentes à 5%? Voilà. Le problème, c'est la descente derrière, comme dit Matt. C'est-à-dire que déjà que t'es pas sur des pentes à 11-12%, là où, à mon avis, Pogacar est capable de faire des différences avec son accélération. Sur des pentes à 5-6%, je suis pas vraiment persuadé qu'il arrive à sortir de sa roue, enfin en tout cas sur des distances intéressantes, ses coéquipiers. Romain Bardet, je pense que... Après, pourquoi pas, on l'avait pas annoncé à la première étape, il peut nous faire un doublé aujourd'hui. Hein. Donc à voir, à voir. Moi, je pense en tout cas pour une victoire d'étape, je dis pas une victoire française, mais je pense que c'est une échappée qui va au bout. Et les gros bras qui s'expliquent derrière. Moi, je vois un peu un truc comme ça. Van Der Poel, est-ce que Van Der Poel passe... je suis pas sûr que Van Der Poel passe leur catégorie. En tout cas, s'il reste dans les roues des leaders, ça roulera trop vite dans le Galibier. Après, s'il prend une échappée, mais est-ce qu'on va laisser Van Der Poel dans une échappée? Ça, c'est pas gagné. Je n'en sais rien du tout. Et surtout, je le dirai pas. Mais c'est bien tenté. C'est bien tenté, Caraï. Non, je pense pas qu'ils laisseront Van Der Poel dans une échappée. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Tour de France. On va passer maintenant... on va passer... Vingegaard, ouais. Moi, je sais pas... Moi, je vois vraiment plutôt... mais parmi les types qu'on avait cités, les Ben Illy et compagnie, moi, je vois plutôt un type comme ça. Un coureur très solide. Aller... un coureur très solide, aller prendre l'échappée et aller gagner au bout. Un Matthews, t'en penses quoi, Matt? Trop compliqué pour Matthews aujourd'hui? S'il prend une échappée, c'est faisable. Il l'a déjà fait. On va pas tous les citer. Hein. Mais voilà, un Matthews, un Ben Illy, quelqu'un comme ça. Moi, c'est plutôt ce que je vois. Bon, allez, c'est le moment de réveiller... Ouais, mais... tu verras... Saifan, tu verras demain. Tu verras demain. De toute manière, comme on a dit, il y a deux possibilités. Si ça s'explique entre gros, il y a très grande chance que... Et encore sur un sprint en descente, je sais même pas si Pogacar, c'est vraiment lui qui est favori. Si c'est les gros qui s'expliquent. En haut du Galibier, oui, mais en bas, c'est pas sûr. Ok. Bon, on prend note. Matt, il dit un Peso sur Barguil qui a l'air en forme. Ok. Moi, j'envoie Ben Illy. Non, si Ben Illy. Allez, je reste sur mon avis Ben Illy. On verra ça. Bon, c'est le moment de réveiller Cantuche, qui a dû s'endormir pendant le vélo.
Bon, Cantuche. On fait un point Paris-Wimbledon. Antoine Dupont. Non, Antoine Dupont, on y a réfléchi hier, il va pas faire du foot, il fera pas du cyclisme non plus. Il va faire du rugby. Et s'il peut ramener une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ça nous plaira. Donc, oui, c'est vrai que si eux met en route, ils seront deux en haut du Galibier, mais il y a d'autres équipes qui peuvent être deux en haut du Galibier, il n'y a pas que UAE. Je pense que c'est pas un seul col hors catégorie, pardon, c'est pas assez sélectif, Matt, pour vraiment essorer toutes les équipes. Je pense. Alors, qu'est-ce que Cantuche avait annoncé hier? Bon, Sinner Berrettini, il n'avait même pas eu besoin de l'annoncer, c'était quasi une évidence. Il nous avait parlé de Nagal, bah ça dégage, hein, déjà. De quoi on avait parlé? Chapeau-Valoff, on n'en avait pas parlé. Mais il a mis 3-7 à Jarry, qui est clairement pas un spécialiste de la terre battue. Qui est pas un spécialiste, justement, qui est un spécialiste de la terre battue et pas tellement du gazon. Qu'est-ce qu'on avait parlé? En tout cas, Shelton Bellucci, c'est aujourd'hui, donc à voir. Normalement, Shelton devrait l'emporter, normalement. Dimitrov Lajovic, bon ben Dimitrov, c'est ça que tu l'avais dit. T'avais dit Dimitrov. Tu avais dit Dimitrov. Ça c'est vrai, on peut pas te l'enlever. Mon fils Manarino, mon fils qui est passé, sans grande surprise, je crois que c'était ce qu'on avait dit aussi. Jambier, on en avait parlé contre Zhang, la marche était trop haute. Yann Lennart Struff qui passe un tour et qui, de toute manière, se débrouille sur gazon, donc c'est pas étonnant de le voir passer. Le duel franco-français remporté par Muller qui va devoir se cogner au prochain tour Medvedev. Je sais pas ce que t'en penses quand tu fais ça sans la rouste. Alcaraz évidemment qui passe et qui sera opposé à Vukic. Tiafoe contre Koric, c'est Tiafoe qui passe. Tu avais annoncé Nakashima, il a gagné en 3-7 contre Bez. Donc bravo. Il avait annoncé Garin? T'avais annoncé Garin, Cantuche? Non. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. En tout cas, Humbert qui est censé aller jusqu'en huitième de finale, ce dont on avait parlé hier. Bah déjà, il a envoyé 5-7 contre son adversaire Shevchenko. Comment il s'appelle? C'est pas Andrei quand même. Alexander Shevchenko. Ah, hors stream. Mais si c'est hors stream, ça compte pas. Personne n'est au courant. Bon, Tommy Paul, sans surprise, qui s'est imposé, même s'il a perdu un set, et qui jouera un qualifié au prochain tour, donc c'est péno pour lui. Zizou Bergs. Zizou Bergs. Bah, il a perdu un contre Caso. Ouais, voilà. Par exemple, Karzi, il était pas au courant. Tu vois? Karzi était pas au courant, donc forcément. Si tu annonces des choses hors stream, ça compte pas. Ouais, bah quoi, mais c'est 7-6 au dernier, c'est perdu. C'est perdu. C'est comme ça, hein. Donc Zizou Bergs qui s'est fait sortir par Caso. Tant mieux, hein, Cocorico, tant mieux pour lui. Prochain tour, ça sera Bublik. Alors, je sais pas si Bublik est... il est comment sur herbe, Bublik, Cantuche? On attend les réponses de Cantuche maintenant. Parce que moi, je veux plus rien dire.
T'oublies qu'il est très bon que quand il y a de l'argent à gagner. Ok, d'accord. Donc il sera bon là. Il sera bon au second tour. Ok, ensuite Sonego, ça on n'en avait pas parlé. Roberto Bautista, bon de toute manière je suis pas persuadé que ça aille très très loin. Ruud qui s'est qualifié et qui jouera Fonini au prochain tour. Je sais pas ce que t'en penses, c'est pas sûr que Ruud passe contre Fonini. Même si Fonini c'est plus le même qu'avant. Mais Casper Ruud, c'est compliqué pour lui les matchs à Wimbledon. Donc pas persuadé que contre Fonini ça passe. Fonini très faible. D'accord. Mais Ruud pas très fort non plus quand même sur gazon. Même s'il est top 8 hein. Ouais. Casper, fantomatique. Donc voilà, et après, sur la deuxième partie, de toute manière, on en avait parlé, vu qu'on avait fait On avait fait à peu près tout le field. Ah, j'avais pas vu que Mpetshi il avait été repêché, justement. Bon, il va jouer Corda au premier tour, je suis pas persuadé que ce soit un cadeau. On a les... Merde. Oh voilà. Ça, on l'avait pas vu, mais je suis pas persuadé que ce soit un cadeau pour lui. Il est dans la moitié de Tsitsipas, en plus. Ce sera pas facile. Il y a combien d'Italiens dans le tableau? Il y a combien d'Italiens? Beaucoup, beaucoup. Tu me fais compter le nombre d'Italiens, vraiment? 1. Je vais en louper en plus, c'est sûr. 2, 3, 4, 5. Bon, même s'il est passé en plus. 6, bon lui il est pas passé. 7, il est pas passé. 8, 9. 9 Italiens dans le tableau. Parce qu'on est d'accord que... J'y reviens, mais il est où là? Il est où Mpetshi? C'est un Français qui monte en ce moment, lui. C'est un Français qui monte. Et si je dis pas de bêtises, c'est un gros serveur, Mpetshi. Donc Mpetshi, il est là. Hein. Moi, je vais juste voir ses services. Oui, voilà. C'est un gros serveur. Ouais, 210 en première, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait perdu contre Janvier en finale des qualifications pour Wimbledon. Et il a été repêché, il est ce qu'on appelle lucky loser. Donc c'est-à-dire que comme il était dernier non qualifié des qualifications, justement, il a été repêché parce que un des tennisman qui était prévu tête de série, enfin pas tête de série, mais qui était prévu pour jouer sur le tournoi principal a dû abandonner ou ce genre de choses. Et donc du coup, quand c'est comme ça, on repêche quelqu'un et c'est lui, et on les nomme lucky loser. Et donc c'est lui justement, Mpetshi du coup, qui se retrouve lucky loser et qui va pouvoir participer au tournoi principal, au tableau principal plutôt, de Wimbledon. Et donc du coup en plus si j'en croise que quand je dis Corda easy, alors que bon, ça reste quand même il est tête de série numéro 20. Tête de série numéro 20 et donc ça reste à voir quoi. Ça reste à voir. Bon, ça parle boulot, ça parle crêperie. Ah, Corda va passer easy, d'accord, j'avais pas compris. Je pensais que tu avais dit Corda easy pour Mpetshi, d'accord. Ok.
Encore trop frêle. Encore trop frêle. Ok. Ok. Bon, ben, on verra ça demain. Enfin, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Bon, ben, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire aujourd'hui, les copains. Hein. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres actualités que ces trois-là. Il a quel âge, Mpechi? Tu dis c'est le futur, mais... Là, il a 20 ans, il est jeune. Il est jeune quand même. C'est vrai. Du coup, il avait joué que des Français en qualif. Il a joué que des Français en qualif. Il a déjà remporté des titres. Ouais, il a fait un truc, non? Oh là là, c'est un droitier et un revers à une main. Ça va être ma pépite. Ouais, il a un titre en simple. C'est ça, il a gagné à Lyon. C'était juste avant Roland Garros. Et actuellement, il est 58ème. C'est dingue, hein, 58ème, il était obligé de passer par les qualifs pour jouer Wimbledon. Wimbledon, pardon. Ouais, beaucoup de trades en NBA, c'est vrai qu'on peut en parler. Ah oui, c'est vrai. Alors, attendez, parce que j'avais promis quelque chose. On ne parle pas que du tennis masculin ici. J'ai eu une demande express hier de la part de Cantuche de parler du tableau féminin. On va parler du tableau féminin. Simple dame. Tac. Bon, mais voilà. On a la gagnante. Elle est là. Voilà. Bravo à elle. On peut limite replier le tableau directement. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on peut dire Déjà qu'il y a 2 Françaises qui se sont qualifiées pour le second tour. Clara Burel. Ouais, mais ça va aller vite. Ça va aller vite. Clara Burel. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Clara Burel et Gracheva qui se sont qualifiés en plus très sèchement. 6-3, 6-1 et je crois pareil. Non, 6-2, 6-4, autant pour moi. Bon, le problème de Burel, c'est que elle va tomber rapidement sur Coco Gauff. Donc, faudra sortir un gros match au 3e tour si elle veut passer en 8e. Mais bon, pour l'instant, elle joue une qualifiée au second tour, donc ça devrait le faire. Après, Diane Paris qui a sauté contre Osaka en 3-7. Donc, Osaka qui bénéficie d'une wildcard. Après, au vu de ses résultats par le passé, bon, elle est justifiée. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Est-ce qu'il y a eu des surprises pour l'instant? Madison Keys qui est passé, donc ça, il n'y a pas de souci. Tac. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses surprises. Gracheva, du coup, qui a joué une Ukrainienne au premier tour et qui jouera une Ukrainienne au second tour. Cantuche, t'en penses quoi des 2 seconds tours là, des Françaises? Est-ce que ça doit le faire? En attendant, je vais aller regarder ce qui s'est passé en NBA. T'as pas répondu quand tu sur les les seconds tours nos françaises. Bon, en attendant, on va parler un petit peu NBA rapido avec Tatum qui a donc signé un contrat record avec Boston, donc ils l'ont bien verrouillé. Yamestreka, ça tape très très fort et si ça rentre, ça peut aller très vite. Et pour Burel, je connais. Non, tu connais pas, j'imagine. Après, une Britannique à la maison, ça peut être dur. Après, c'est
C'est une qualifiée, donc ça doit pas être un gros niveau. Je pense que Burrell, ça doit passer. Après, Yam Streka, je connais pas. Bon alors, du coup. Au lieu de parler des sœurs des uns et des autres, là, dans le chat. Jason Tatum, qui prolonge donc du coup pendant 5 ans à Boston avec donc le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, un contrat record de 315 millions de dollars. Ouais, évidemment, hein, c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. Après, est-ce que c'est pas un petit peu justifié pour quand même quelqu'un qui a un petit peu relancé la franchise au final, puisque quand il arrive, quand il est draft par Boston, Boston n'est pas dans ses meilleures années et ils ont construit vraiment autour de lui, quoi. Ils ont construit autour de lui, donc ils ont envie vraiment de sécuriser leur pépite et ils représentent vraiment aujourd'hui, le Boston qui gagne. Donc ça a galéré pendant quelques années, on en a déjà parlé auparavant. Ça a galéré pendant quelques années avec des défaites en finale ou à l'inverse des défaites en premier tour de playoff alors que c'était pas prévu. Donc ils ont réussi enfin à gagner, donc ils ont envie de sécuriser leur équipe et je trouve ça normal. Ouais, joueur complet. Après, par rapport au niveau du joueur, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui est capable de tout faire, hein, donc bon, ça, c'est pour l'instant pas. Enfin, moi, ce que je dis, ça m'arrive, hein, mais il n'a pas eu de titre de MVP de la saison. Je crois pas. Je me trompe pas. Jason Tatum. Et pas Channing Tatum. Du coup, il a dû avoir forcément MVP des. Il est où? Palmarès, distinction individuelle. Et puis du All-Star Game, voilà. Meilleur joueur de la finale, voilà, il a jamais été MVP. Il a jamais été MVP de la saison. Ça pourrait arriver à un moment donné ou à un autre, hein, parce que ça reste un immense joueur. Hein. Immense joueur si on tape. Si on regarde juste ses finales. Bon, il y en a pour 9 minutes, hein, on va pas tout regarder. Hardaway trying to guard Tatum. Tatum spins, falling away, it's up, and good. Bon, c'est un grand artisan de la victoire de... Oui, voilà. Ils doivent construire autour de lui de toute façon, pas vieux en plus, même si ça fait 10 ans qu'il joue. Ouais, il a 26 ans. Il a 26 ans. Il a même, j'ai envie de dire, il a ses meilleures années devant lui. Donc, bien sûr que il faut construire autour de lui. Et puis, enfin voilà, c'est le patron de l'équipe, quoi. C'est lui qui remonte les ballons, c'est le patron, quoi. C'est le patron. Il n'y a pas eu que ça, si je dis pas de bêtises. En termes de trade, il n'y a pas eu que ça. Alors, paradoxalement, il prolonge et la franchise est en vente. Hein. La franchise est en vente. Propriétaires de Boston Celtics ont annoncé dans un communiqué ce lundi leur intention de mettre en vente leur équipe 2 semaines après avoir remporté le titre NBA. Seulement 2 semaines après le titre NBA, blablabla, la famille qui contrôle le groupe propriétaire, après de nombreuses discussions internes, a décidé de vendre l'équipe pour des raisons de management des biens et de planification familiale. Les Celtics avaient été rachetés pour 360 millions de dollars en 2002 par l'entrepreneur Grousbeck. La franchise a été estimée à 4,7 milliards de dollars par le magazine Forbes en octobre dernier. En même temps, j'ai envie de te dire, si tu veux faire du business, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour vendre une franchise que quand tu es champion NBA? Donc c'est pas si étonnant que ça.
Donc, à voir. Je sais que parfois, sur des changements de propriétaire, le nom de la franchise peut changer, même si je pense pas qu'un nouveau propriétaire se risque à changer à un nom aussi iconique que Boston Celtics. Ça fait partie, peut-être avec les Lakers de Los Angeles, les deux noms les plus iconiques du basket américain. Mais ça s'est déjà vu sur d'autres franchises, donc à voir ce qui se passera aussi sur ce truc-là. Je vois que tu notes dans le chat, bien épaulé par Jaylen Brown. Oui, il n'est pas tout seul, Tatum. Il n'est pas tout seul. Mais voilà, c'est le visage aujourd'hui de Boston, donc c'est pas étonnant qu'ils aient envie de sécuriser, leur franchise. Et bien évidemment que Jaylen Brown, pour l'instant, il est verrouillé aussi et qu'il n'a pas prévu de partir. Donc voilà. En tout cas, des bonnes nouvelles plutôt pour les Celtics et la vente de la franchise normalement ne devrait pas changer grand chose aux performances de l'équipe. C'est pas forcément comme en foot ou ce genre de choses où ça pourrait changer beaucoup plus de choses. Klay Thompson qui quitte. Ça c'est quand même un tournant quand même. Hein. C'est quand même un tournant dans l'histoire de Golden State. Oui, voilà, la star de Doncic qui joue vraiment tout seul. Oui, il n'est pas tout seul, il y a aussi Irving. On peut citer toute l'équipe. Mais c'est lui quand même le franchise. Et on l'a vu sur les finales. Hein. On l'a vu sur les finales et c'est ce qu'on disait. On a débriefé chaque match des finales. Ce qui était étonnant sur ces finales-là, c'est qu'il y avait... il n'y a pas un player qui a dominé toutes les finales. Chaque match, il y avait quelqu'un qui sortait du chapeau pour porter l'équipe. Ça a été Porzingis, ça a été ça a été Holiday. Il y a eu du monde. Sur quoi tu te barres, Mathieu? Qu'est-ce qu'il a répondu? On a ça d'un Doncic qui joue vraiment tout seul. Oui. Non mais Matt, je comprends que tu sois pas d'accord, mais il y a quand même beaucoup plus ce sentiment de solitude du côté de Doncic, même s'il y a Irving, qu'à Boston. Tu peux pas dire que les deux sont accompagnés de la même manière. En tout cas, sur les finales, ça a été... Enfin voilà, ils se sont fait écraser, quoi. Mince. Dallas. Est-ce que c'est Doncic qui veut jouer tout seul? Irving, il prend beaucoup moins de shoot, se dit Cantuche. Si Doncic veut jouer tout seul, il joue tout seul. Est-ce qu'il veut jouer tout seul ou est-ce qu'il est un peu obligé? Boston est plus complet, d'accord. Donc, Klay Thompson à Dallas. Justement, on en parlait, d'accompagner un petit peu Doncic. Non, il sera pas franchise. Il sera pas... Ah, tu dis, est-ce qu'il sera titu? Est-ce que Thompson sera titu à Dallas? On verra. En tout cas, c'est une recrue de poids pour Dallas. Et c'est surtout vraiment ce qui va sonner la fin d'une ère à Golden State. Bon, ça fait quelques années qu'ils sont dans le creux de la vague. Mais voilà, les fameux Splash Brothers, c'est fini. C'est vraiment, vraiment fini. Obligé, on sait pas, mais ça lui déplaît pas de shooter 35 points dans le match. Oui. Oui. Ça lui déplaît pas, mais bon. Donc, après 13 ans aux Warriors de San Francisco, Thompson va rejoindre les Mavericks de Dallas pour un contrat de 3 ans et de 50 millions de dollars. Le quadruple champion NBA retrouvera donc chez Irving et pourra amener son expérience au finaliste de la saison 2024. Toujours pareil avec Thompson. C'est que Thompson, quand il est dans son rush, quel que soit son âge, il est injouable.
C'est un type qui a été capable d'envoyer des scores incroyables. Donc je les imagine mal pour l'instant le mettre sur la touche. Enfin, sur la touche en rotation. Cet accord s'inscrit dans un sign and trade plus important, impliquant plusieurs équipes, selon ce monsieur de ESPN, que je ne citerai pas, que je ne prononcerai pas, dont on attend encore les détails. Josh Green pourrait être envoyé à Charlotte. Bon, on verra. On verra, mais c'est quand même, pour moi, un trade important. Dallas s'oriente vers un jeu de shoot extérieur, comme un peu cette année. Fixation de 3 joueurs de Doncic, et il écarte derrière l'arc. Il est cramoisi un peu quand même. Arrêtez les gars. Je dis pas qu'il joue, j'ai pas dit qu'il ferait 40 minutes, hein. Moi, je pense surtout qu'il était dans une équipe qui était cramoisie et qu'il avait besoin de changer d'air. Je pense surtout ça. On verra après, hein. Peut-être que je vais dire une immense connerie et qu'il jouera 10 minutes par match, hein. Voilà. Golden State a été cramoisi toute l'année, je suis d'accord avec Cantuche. On peut pas juger parce qu'il était dans une équipe qui était en bout de course. Bah oui, when you know the basket aussi. Merci Cantuche. Bon, en tout cas, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu d'avis d'expert de SafeFan33 sur le basket. Alors que pour moi, c'était quelqu'un d'assez compétent là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et oui, dernier trade qui intéresse, on va dire, plutôt la France. Batum qui revient aux Clippers. J'ai l'impression, fin de carrière de Batum, là, c'est long, quoi. C'est long pour Batum. Alors que c'est un 35 ans, je regardais l'âge qu'il avait. Pour Nico Batum, il fait que être trade. Là, sur les dernières saisons, il a été trade un nombre incalculable de fois. Ah, voilà. Ah non, il a juste fait un aller-retour. Peut-être dans ma tête, il avait fait un autre club. Il a fait Clippers, Philly, Clippers. Pour moi, c'est un joueur d'équipe formidable. En plus, Batum. C'est un mec, tu le mets sur le banc, il dit rien. Tu lui dis, tu fais des passes, il est OK. Tu lui dis, il faut que tu prennes tes responsabilités, il va les prendre. Pour moi, c'est entre guillemets, le joueur... Enfin, oui, le joueur qui va s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle équipe. Donc, c'est étonnant qu'il ne soit pas conservé par les Sixers. Je trouve ça étonnant. Après, je pense que pour lui, là, sur sa fin de carrière, c'est vraiment les Jeux Olympiques qu'il a dû cocher en grand, quoi. Je pense vraiment qu'il a à cœur de réussir quelque chose avec l'équipe de France. Papy, il s'est rendormi ou il est parti aux courses pour être le premier à la caisse. Ça parle mal de Seifan. Ça parle très mal de Seifan. Je voulais que tu marquais quand tu tues Chris Paul à San Antonio, mais est-ce que c'est signé? Est-ce que c'est signé ça? Chris Paul à San Antonio? Je suis pas sûr, hein. C'est rumeur encore. Ou c'est fait? Les Warriors ont décidé de couper Chris Paul, qui devrait rebondir en épaulant Victor Wembanyama à San Antonio. Oui, voilà. Qui devrait, c'est pas encore fait. Mais effectivement, ça sera... Alors pour moi, le problème de Chris Paul, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas la culture de la gagne. C'est ça son problème pour moi. Donc après, il amènera toute son expérience à Wembanyama s'il va aux Spurs. Je sais pas, ils ont l'air de dire que c'est fait, hein. Ils ont l'air de dire que c'est fait. Le meneur vétéran, pas conservé par les Warriors, a rejoint les Spurs. D'accord. Ok, non, c'est fait, autant pour moi. Non, mais c'est bon, c'est fait. Une belle opportunité pour lui, San Antonio et Victor Wembanyama. Après,
Voilà. C'est pas quelqu'un qui va amener la culture de la gagne, mais c'est quelqu'un qui va amener toute son expérience quand même. C'est un immense joueur, Chris Paul. C'est un immense joueur. Et pour un pivot, avoir un mec qui est capable de te faire des passes à peu près n'importe où, n'importe comment, ça pour le coup c'est agréable quoi. Ben les Warriors ils vont reconstruire. Quid des Warriors, ils vont reconstruire. Est-ce que c'est pas bien pour eux au final de devoir reconstruire une nouvelle équipe, parce qu'on sait que les Warriors dans l'histoire récente c'est une grosse franchise, mais ils étaient un petit peu prisonniers de ce Splash Brothers et compagnie quoi. C'était un petit peu compliqué pour eux je pense de il fallait la masse salariale est bien plus légère. Ouais. Mais bien évidemment qu'il fallait dégraisser, qu'il fallait rajeunir l'effectif, mais c'est compliqué parce que je pense que t'as aussi les fans qui sont attachés à ce Thompson Curry aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Ils étaient attachés à ce truc-là et c'est compliqué quand t'as eu un duo aussi iconique de le casser comme ça quoi. Est-ce que San Antonio veut gagner cette année? Je pense qu'on ne peut pas encore trop le dire. Il faudra voir la fin de la Free Agency. Donc Free Agency pour ceux qui connaissent moins le basket, parce que là on parle avec le chat de gens qui s'y connaissent un petit peu en basket. Free Agency c'est la période où où les basketteurs qui sont sans contrat vont pouvoir aller signer à peu près là où ils veulent. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein? Est-ce que je peux bien le résumer comme ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est la période où les joueurs libres de contrat peuvent s'engager avec une équipe NBA. C'est ça. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le basket. Merci Caraï de l'info, ça a permis de nous faire pousser jusqu'à 8h15. Comme ça fait une bonne moyenne. Je vois que le chat était animé, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si, dernière chose. Eh messieurs, les pronos pour ce soir. Qui gagne? Hein? Roumanie-Pays-Bas. Roumanie-Pays-Bas, on met Pays-Bas, j'imagine. Et Autriche-Turquie. Pour moi, c'est Autriche et Pays-Bas. Ouais, allez. Et sinon, des vrais... voilà. Merci Matt. Enfin, un qui met des vrais bêtes. Pays-Bas-Autriche, on est d'accord. Pays-Bas-Autriche, et sur ce que j'ai vu depuis le début... Ah non, mais non, j'allais dire une bêtise. Parce qu'ils vont pas se croiser après. Un partout et un partout. Ok. Ça sera Pays-Bas. Oui, mais je te demande pas de... Est-ce que ça va aller au péno, en fait, je te demande qui c'est qui se qualifie. Pour moi, Autriche et Pays-Bas. Ouais. Carré, tu verras dans mes précédents lives, si tu regardes, j'avais annoncé Autriche en demi. Ah ouais, vous voyez la Turquie. D'accord. Ok. Bon, on verra, hein, de toute manière. On verra. Moi, je pense que l'Autriche, c'est plus complet, quoi. Ah, si ton oncle Ankara est au courant, c'est cool. C'est cool. Bon, allez, les copains, je vais vous laisser ici. Pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à... Donc, normalement, tout le monde a follow la chaîne, ça c'est bien. N'hésitez pas à partager la chaîne.
N'hésitez pas à suivre sur Twitter la Caféine TV aussi, pour être au courant des lives. Si jamais j'allume en journée ou ce genre de choses. Et puis on se dit à demain. Allez les copains, bonne journée à tous.